Eh bien, salut tout le monde, c'était pour Mémoreg. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour autre chose que de l'origami. Alors, en ce moment, ma grande passion, c'est Dice Throne, et avec l'arrivée de la VF, du coup, ça m'a un petit peu relancé l'intérêt du jeu. Alors, aujourd'hui, je vous présenterai cette vidéo avec une VO, mais voilà, je vais bientôt recevoir ma VF. Aujourd'hui, donc, en attendant d'avoir ma VF, je vous propose une petite vidéo des règles qui sont souvent oubliées, mal jouées, voilà, des petits points un petit peu pas toujours faciles. Donc, allez, c'est parti. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité vidéo, on a un petit peu baissé, on a vendu la GoPro pour acheter un caméscope Sony qui n'est pas encore arrivé. Donc la qualité des prochaines vidéos sera nettement supérieure. Donc premier point, dans Dice Throne, tous les arrondis se font au supérieur. C'est hyper important. Vous avez par exemple une carte, quand vous la jouez, vous jetez un dé et vous gagnez la moitié du résultat en points de combat, donc c'est toujours arrondi au supérieur. Voilà. Si on zoome sur la capacité de l'elfe, alors on voit que si dans notre jet, on fait 2 pieds, on prévient la moitié des dégâts arrondis au supérieur. Donc, si par exemple il y a 7 dégâts, si j'en préviens la moitié arrondi au supérieur, j'en préviens 4. Donc, on m'en inflige que 3. Voilà. En tout cas, il n'y a jamais d'arrondi à l'inférieur dans Dice Throne. Tout simple. Ok, on va parler du timing qui va être une notion vraiment très importante et qui est, dans la majorité des cas des erreurs de règles, c'est vraiment un truc qu'on retrouve très souvent. Donc quand jouez les cartes, mais surtout vous allez voir, il y a d'autres choses plus profondes que ça. Pour les cartes bleues, blanches et vertes, qui sont des améliorations, donc amélioration de notre plateau pour les vertes et les blanches, et les cartes de main phase pour les bleus. Donc ça se joue pendant vos phases, pendant votre tour uniquement déjà, et pendant vos phases principales. Hein, celles qui sont sur l'aide de jeu avec l'icône bleue. Voilà. On ne peut pas les jouer en dehors de cette phase. Ça, c'est facile. C'est pas vraiment du timing, quoique. Ensuite, les cartes oranges se jouent pendant les phases de lancer de dés. Oups, excusez-moi. Que ce soit adverse ou que ce soit votre tour, vous pouvez les jouer. Sauf, par exemple, les attaques modifieurs. Ça ne se joue que quand vous êtes attaquant. Et donc ça se joue lorsqu'on déclenche une attaque pendant sa phase d'offensive. Donc ça, pas pendant le tour des autres, mais ça oui. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, et ce qui va être le plus source d'erreur, ça va être les cartes rouges. Et celle-là, par exemple, est très importante. C'est parfait. Voilà, donc les cartes rouges, vous ne pouvez les jouer à n'importe quel moment, et ça compte comme des interruptions. N'importe quelle carte rouge, donc pendant votre tour, pendant le tour des autres, pas de souci. Interruption, et en fait, une carte rouge ne peut pas être interrompue par une autre. C'est très important. Autant une carte orange, quand ton adversaire la joue, tu peux dire, alors attends, avant que tu la résolves, je joue ma carte rouge. Ça peut avoir des utilités. Autant la carte rouge, quand on la joue, on ne peut pas l'interrompre avec autre chose. Ça a l'air assez facile, vu comme ça. Maintenant, il y a un conflit de timing. C'est si mon adversaire veut jouer une carte rouge, et puis moi je vais en mode, bah ouais, mais attends, moi aussi j'allais en jouer une. Comment on résout ça? Admettons, mon adversaire allait jouer ça, en espérant, j'en sais rien, avoir quelque chose de particulier. Bref. Et moi je veux jouer en même temps. Le joueur qui va la faire en premier, ce sera le joueur actif. Donc si c'est mon tour, je passe avant lui. Si c'est son tour, il passe avant moi. Si on est à plusieurs joueurs, c'est le joueur actif, puis c'est dans l'ordre du tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça va être très important dans certains cas. Je vous donnerai des exemples après. Mais avant d'aller sur les exemples, j'aimerais revenir sur autre chose. Les statuts qu'on peut dépenser. C'est toujours marqué... Alors, moi, c'est spend en anglais, mais c'est dépenser. Donc, par exemple, le évasif, quand tu en as... Moi, c'est évasif, mais vous, ça doit être autre chose. Tous les tokens du jeu, retenez bien ça, tous les tokens du jeu que l'on peut dépenser sont considérés comme des cartes rouges. Donc, on peut les dépenser à tout moment, que ce soit pendant notre tour et pendant le tour des autres. Et, du coup, ils ne peuvent pas être interrompus. Donc, c'est comme des cartes rouges. Ça passe avant, c'est une interruption, et ils sont résolus immédiatement.
Voilà. Sauf que, on reprend un cas. Je suis attaquant. J'attaque avec mon elfe. L'adversaire en face joue sa défense et m'inflige par exemple 3 dégâts. Je décide de dépenser un token pour esquiver les dégâts. Pas de souci. Je suis attaquant, je passe avant. Donc si mon adversaire me dit « Ah bah attends, je joue ma carte pour t'enlever ton token », et bien à ce moment-là, j'ai le droit de dire « Bah non, je le dépense avant ». Et sa carte du coup n'aura pas d'effet puisqu'il il pourra pas la jouer, quoi. Ce sera trop tard. Donc ça c'est très très important. Si c'est mon tour, je passe avant lui. Donc s'il veut m'enlever mon token, je peux dire bah non, je le dépense d'abord. Et il est pigné. Bon, il pourra pas jouer sa carte du coup. Parce que je passe avant, mais du coup il est pas obligé de la jouer. Par contre, si je suis en défense, c'est lui qui m'attaque. Il fait ses dégâts, et au moment où je dis je veux dépenser mon token, là il peut dire bah non, je joue ça, je te l'enlève. Et là, je ne peux pas réagir parce que on est sur un timing identique, mais il est joueur actif vu qu'il est l'attaquant. Dans ce cas-là, c'est sa carte qui m'enlève mon token. Je ne peux pas le dépenser avant parce que c'est une carte rouge qui ne peut pas être interrompue. Si ça avait été une carte d'une autre couleur, ça aurait été différent. Mais je ne crois pas qu'il y ait de carte orange qui enlève les tokens de mémoire. Voilà. Donc c'est très important ce souci de timing. Les cartes orange ou bleues n'ont jamais la priorité par rapport au rouge ou aux tokens qui sont considérés comme des cartes rouges. On arrive sur un autre exemple tout de suite. Ok, pour l'exemple suivant, du coup, je vais utiliser le tacticien. Vous ne l'avez pas encore dans la saison 1, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai eu cette idée de vous parler de ce truc de timing là. Alors, admettons, donc ça c'est des jetons du tacticien. Quand il les dépense, un jeton, ça peut lui donner un point de combat. Un token, ça peut lui permettre de rejeter ses dés. 3 tokens, piocher une carte, infliger d'autres dégâts, etc. Bref, il peut les utiliser pour une multitude de choses. D'accord ? Admettons que ce soit le tour de l'adversaire. Il joue cette fameuse carte, je n'ai pas le nom en français, qui dit enlever tous les tokens, donc tous les jetons d'un joueur. Donc on peut le jouer sur soi quand ça nous arrange, ou sur l'adversaire. Si mon adversaire joue cette carte, c'est une carte bleue, je peux très bien dire « Ah, tu veux m'enlever tous mes tokens ? Pas de souci. Je les dépense tous. Donc, j'utilise les 3 là pour piocher une carte. Et puis les 2 là, je vais gagner 2 points de combat. » Et du coup, il a joué sa carte pour rien. Parce que là, elle est jouée. Donc, comme dépenser des tokens, c'est comme une carte rouge, ça a la priorité en interruption. Donc, il joue ça. Je dis « Ah non, attends, interruption, je dépense mes tokens. » Et là, la carte est jouée pour rien. Et l'adversaire pleure. Alors, c'est valable pour le tacticien, c'est valable sûrement pour d'autres qui ont des tokens qu'ils peuvent utiliser pour faire différents effets. Donc, attention à ça. Maintenant, un autre cas de timing, pour vous refaire un exemple. Ce timing, c'est une faiblesse du tacticien depuis que ça a été éclairci au niveau des règles, et ça fait très mal. Le tacticien peut dépenser quand il veut 4 tokens pour gagner une protection. Le jeton de protection, je rappelle que quand on l'utilise, il divise les dégâts qu'on reçoit par 2. Arrondi au supérieur, vous avez le truc maintenant. Admettons, l'adversaire m'attaque. Il me fait 18 dommages. Allez, soyons dingues. Moi, gros malin, je dis ok, interruption, je dépense 4 jetons, je gagne une protection et je l'utilise. Et là, l'adversaire peut très bien me dire attends, je joue cette carte rouge au moment où tu veux utiliser ton token. Là, on est sur le conflit de timing que je vous explique, mais comme c'est son tour, c'est lui qui m'attaque, il a le timing avant. Et là, avec cette carte qui permet de retirer le token, il peut me l'enlever avant que je le dépense. Et ça c'est hyper important, parce que dans le cas du tacticien, ça fait très mal. C'est-à-dire qu'avec sa carte, il aurait pu m'en enlever qu'un. Mais là, j'en dépense 4 pour gagner ça, et avant même que j'utilise, s'il joue sa carte, ou même si je dis tiens, je l'utilise, il peut jouer la même. Timing, ça vaut une carte rouge, ça aussi. Il est joueur actif, le sien passe avant, il m'enlève le token. Et là, il m'a fait perdre 4 jetons stratégie en un seul coup en m'enlevant celui-là. Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre que c'est comme des cartes rouges, ces tokens. Et je vais aller sur un autre exemple de timing avec le moine. Et tiens, avant de vous parler du moine, je vous remontre un autre truc qui est possible de faire. Je pense qu'il y en a qui ne le soupçonnent pas. J'ai une limite de 1 comme ça, et de ça à 5, on s'en fout. La personne en face m'attaque à 18 dégâts.
je peux dire je dépense ma protection pour prévenir la moitié. Et avec ces 4 tokens, je les dépense pour en regagner un et je le dépense. Et j'ai prévenu 2 fois moitié des dégâts, soit 18 dégâts par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et on va le voir tout de suite dans l'exemple du moine qui va être un exemple encore plus impressionnant. Très bien, parlons du moine maintenant et de cette histoire de jetons chi. Alors pour rappel, quand on dépense ces jetons, c'est soit plus un dégât qui est considéré comme un attaque modifieur quand on attaque. Donc c'est-à-dire que, je rappelle, les attaques modifieurs, si j'utilise sur une attaque basique, les dégâts qui seront ajoutés seront basiques. Si je les utilise sur une attaque indéfendable, les dégâts ajoutés seront indéfendables. Si je le fais sur un ultimate, les dégâts seront ultimate. Et pour rappel, on ne peut pas les dépenser ni sur du collatéral, ni sur du pur, mais on y reviendra dans la question suivante, qui sera sur les types de dégâts. Bon, la deuxième possibilité, c'est de les dépenser pour prévenir des dégâts. N'importe quand on reçoit des dégâts, hein, pas forcément d'une attaque. Il faut bien faire attention à ce genre de détails. C'est tout indiqué sur votre fiche. Prenons maintenant ma défense. Sérénité, j'imagine que ça a été traduit comme ça. Donc, mon adversaire m'attaque. On voit ici que je jetterai 4 dés, je gagnerai 1 chi par yin-yang, et je ferai un dégât par point. Admettons que j'ai déjà, et c'est là qui ça va être un petit peu surprenant pour certains, j'imagine, hop, j'ai 5 chi, qui est mon maximum de ma possible. Hein, la fiche indique stack limite 5. Donc là, j'ai une limite de 5, je ne peux pas en posséder plus. Mon adversaire m'attaque, allez, on va dire à 8 dégâts. Je jette les dés. Et là, on voit que je gagne 2 chi. J'ai plus de place parce que j'en possède déjà 5. Et bien, comme c'est comme des cartes rouges, je peux très bien dire, attends, interruption, j'en dépense 2 pour prévenir 2 dégâts sur ton attaque de 8, et après, je les regagne. Ça, c'est autorisé, et c'est badass. Mais en plus, ce que je peux faire, je peux très bien dire, ok, j'en gagne 2, j'en dépense 5, je préviens 5 dégâts, j'en regagne 2, je les réutilise, et là, je préviens 7 dégâts sur les 8, par exemple. Donc là, il me fera un dégât et il s'en prendra un à cause du point que j'avais sur mon dé de défense. Donc là, il pleure parce que je prends autant que moi. Donc ça, c'est très important parce que finalement, quand on améliore notre défense, on peut le mec qui arrive à faire 5 chi, il peut dépenser, s'il a déjà 5 jetons, il peut monter à 10 de prévention. C'est assez énorme. Pour rappel, ils peuvent être dépensés dès le tour où on les chope, en prévention de dégâts. En attaque, c'est uniquement à partir du tour suivant, pas le tour où on les obtient. Et ça, c'est ultra important. Alors, le jeu est gentil, il nous le rappelle. Hein, par exemple, là, c'est marqué infliger 7 dégâts, puis, ven, ça veut dire puis, gagner évasif et 3 de chi. Donc là, je fais déjà les dégâts, puis je gagne ça. C'est valable pour d'autres personnages. Quand c'est marqué puis, vous devez d'abord faire les dégâts d'attaque, et seulement après, vous gagnez le jeton. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les dépenser. Alors, sur le monk, hein, c'est marqué sur sa fiche ici, hein, que c'est pas valable le tour où on les obtient. Mais je crois qu'il y a d'autres jetons où c'est marqué puis. Il faut bien faire attention à ça. Voilà. Et là où on pourrait se faire avoir, c'est que le monk, alors ça, pas attention, c'est des cartes d'Ice Adventure, hein, c'est normal que vous les ayez pas pour l'instant. Voilà, par exemple là, si j'ai une carte qui me dit jette un dé et tu peux gagner 2 chi. Là, on pourrait avoir tendance à oublier qu'on ne peut pas les dépenser ce tour-ci. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention à ça. C'est pas du timing, mais un petit peu quand même. Quoi de mieux pour parler des types de dégâts que de prendre le Pyromancer. La Pyromancer, excusez-moi. Alors, là, les types de dégâts, ça capote souvent. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. Je vais vous résumer les choses très simplement. Les dégâts indiqués en noir, c'est des dégâts basiques. Le basique, ça veut dire l'adversaire déclenche sa défense. Forcément. Moi, je peux augmenter ses dégâts avec des cartes, des tokens. L'adversaire peut les diminuer, les éviter, etc. Et donc, il n'y a pas de règle de ciblage en particulier. C'est basique. Donc, il déclenche tout. La défense, on peut l'augmenter, on peut le diminuer. Jusque-là, ça va bien. Là, on a de l'indéfendable. Donc, le indéfendable, il est rouge. Si vous voyez rouge avec marqué aucune précision à côté, c'est que c'est de l'indéfendable.
Par contre, là, bon, c'est précisé indéfendable, donc on n'a pas de doute là-dessus. Alors, j'ai dit indéfendable, excusez-moi, en français, ça a été traduit par imparable. C'est un peu la même chose. Donc, c'est exactement comme un dégât basique, mais imparable. L'adversaire ne peut pas utiliser sa défense. Donc, les dégâts indéfendables, voilà, ça ne déclenche pas la défense de l'adversaire. Malgré tout, il peut quand même utiliser des tokens, des cartes pour les prévenir, et vous pouvez augmenter ces dégâts. Et je rappelle que toutes les cartes ou tokens qui indiquent attaque modifieur, donc modifieur d'attaque, j'imagine en français, si vous l'utilisez sur de l'indéfendable, les dégâts ajoutés sont également indéfendables. Voilà, donc le basique, on peut se défendre, on peut augmenter, on peut diminuer. L'indéfendable, c'est la même chose, mais ça ne déclenche juste pas la capacité de défense de l'autre. Ensuite, on a le pur. Alors le pur, j'en ai pas là-dessus. Je ne sais plus sur quel perso il y en a. Excusez-moi. Hein. Le pur, c'est de l'indéfendable, mais qu'on ne peut pas augmenter. Voilà, il faut imaginer que c'est pur, on n'y touche pas, donc on ne peut pas l'augmenter, mais on peut le diminuer quand même, le pur. Voilà, on peut les esquiver avec des tokens, des évasifs, etc. Et enfin, le collatéral, c'est exactement comme un pur, mais qui a une règle de ciblage particulière. Donc là, c'est tous les adversaires, des fois ça va être à 2 adversaires, etc. Et enfin, l'ultimate, l'ultimate, on va en parler dans la section suivante. Alors c'est rigolo parce que celui-là, c'est un ultimate, mais qui fait aussi du collatéral. Alors j'ai dit que quand c'était pas précisé à côté du rouge, c'était de l'indéfendable, mais attention, évidemment, quand on est dans la section ultimate, c'est des dégâts ultimate. Donc, on résume. Basique, l'adversaire peut faire sa défense et on fait tout ce qu'on veut avec les tokens et les cartes. Pas de problème, c'est basique. L'indéfendable, c'est la même chose. L'imparable, c'est la même chose, mais on n'active pas la défense de l'adversaire. Ensuite, on passe sur le pur, qu'on ne peut pas augmenter parce qu'il est pur. Le collatéral, qui est impur, mais qui a une règle de ciblage, mais sinon c'est comme le pur. Et enfin, l'ultimate, on va en parler après dans la section ultimate. Voilà pour les types de dégâts. Petite chose sur les cartes upgrade. Donc parfois vous avez niveau 2 et niveau 3. Rappelez-vous, si vous avez posé le niveau 2, donc là par exemple qui me coûte 2 points de combat, si après plus tard je veux poser le niveau 3, je ne paye que la différence. Donc là comme elle coûte 3 et que l'autre m'avait coûté 2, je ne paierai qu'un point de combat pour recouvrir. Et petit rappel, on peut jouer la niveau 3 directement même si on n'a pas la niveau 2. Dans ce cas-là, la carte niveau 2 sera inutile, vous la vendrez pour un point de combat. Mais je peux très bien payer directement 3 pour poser directement celle-là, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir Pyroblast 2 dans ma main. Ok, une question qui revient souvent est sur une confusion entre les multipliés sur les capacités et les on. Alors on, c'est sûr en anglais, c'est-à-dire sur ces faces-là, gagner ceci ou cela. Attention, quand c'est multiplié, chaque face de dé déclenchera ce truc-là. Donc là, si j'ai 3 yin-yang, je gagne 3 chi. Si j'ai 3 points, je ferai 3 dégâts. Par contre, quand c'est marqué sur ces faces de dé, c'est maximum une fois si vous avez la combinaison. C'est-à-dire que si j'ai ça, je peux déclencher l'effet. Et si je l'ai 2 fois, eh ben, je le déclenche quand même qu'une fois. Donc quand c'est marqué sur ceci, c'est maximum un coup si vous possédez la combinaison. Vous pouvez l'avoir 4 fois, ça ne changera rien, on ne le fait qu'une fois. On va reprendre un exemple, une question qui revient souvent sur le Pyromancer là-dessus. Très bien, alors sur cette capacité-là, c'est marqué gagner 2 Fire Mastery par dé. Donc, si je l'active comme ça, je gagne 4 Fire Mastery et je fais un dommage collatéral à tous les adversaires. Face comme ça, donc là, 2 dégâts et 4 Fire Mastery. Maintenant, si pendant ma phase de lancer de dés, et je triche un peu, regardez, hop, je fais un essai, évidemment, voilà, 3 essais, j'ai bien 2 dés pour déclencher ça, mais là je gagne 2 Fire Mastery par dé, donc là j'en gagnerai 6. Alors à voir si vous pouvez les stocker les 6, de base on est limité à 5, mais certains effets de jeu permettent d'augmenter cette limite.
Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut monter à plus de 4. On ne compte pas juste les 2 dés utilisés pour ça, mais bien tous les dés de notre lancer. Alors au passage, hein, ça arrive que certains se posent la question en se disant « Tiens, avec ce jet de dés, est-ce que je peux faire ça plus ça ?» Non, c'est maximum une capacité offensive par phase de lancer offensif. De même, lorsqu'un personnage a plusieurs capacités défensives, s'il peut activer sa défense, il doit en choisir une des deux. Il ne peut pas faire les deux. Question suivante, quand est-ce que je peux activer ma défense? Alors ça, on en voit souvent des questions là-dessus. Et pourtant, c'est pas compliqué, vous allez voir. Il n'y a qu'un seul cas où vous pouvez activer votre défense. C'est votre adversaire, pendant son tour, pendant sa phase de lancer offensif, déclenche une capacité qui inflige des dégâts basiques et il vous prend pour cible en cas de multijoueur. À 2, c'est forcément vous la cible. Il faut que ce soit une attaque. Une attaque, c'est uniquement lorsque votre adversaire déclenche une capacité qui fait des dégâts. Donc typiquement, hein, ça me fait piocher des cartes. Ce n'est pas des dégâts, ce n'est pas une attaque. Pour que ce soit une attaque, il faut vraiment qu'il y ait des dégâts. Et donc la seule condition où vous faites votre défense, c'est ce joueur qui est actif, donc c'est son tour, déclenche une capacité offensive qui inflige des dégâts basiques et vous prend pour cible. À ce moment-là, vous jetez votre défense. Ça veut dire, mon adversaire me fait des dégâts avec du poison. Est-ce que je peux faire ma défense? Non. Ah, mon adversaire me fait des dégâts avec sa défense. Est-ce que je peux faire ma défense? Non. C'est pas des attaques. Même une carte qui vous fait des dégâts, c'est pas des attaques. Les seuls moments où vous faites votre défense, j'insiste, c'est son tour, sa phase de lancer offensif, la capacité qu'il a choisie inflige des dégâts basiques. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous défendre. Alors, avant qu'on me donne tort avec la sortie de Dice Throne Marvel, certains personnages ont des tokens qui leur permettent de se défendre contre des dégâts indéfendables. Mais ce sera vraiment une exception. Et c'est pas actuel. Voilà. Et maintenant, on va parler de mon favori. La question qui revient sans arrêt, c'est les ultimates. Et tous ces gens qui veulent éviter les dégâts de l'ultimate alors qu'on ne peut pas. Voilà. Alors, comment ça marche l'ultimate? Donc, évidemment, tous les personnages, c'est la même manière. Il faut faire des 6. Hein, il en faut 5. Au moment où vous voulez déclencher ça, et c'est valable pour n'importe quelle capacité, au moment où vous voulez l'activer, vous devez demander à votre adversaire « Ok, voilà, je veux activer ça. Est-ce que c'est bon pour toi ?» L'adversaire a le droit de répondre avec des cartes qui modifient vos dés. Hein, donc, ça peut être des cartes oranges, les cartes rouges, mais si, il y en a, oui, si, des cartes rouges aussi. Hein. Et voilà. Ça, vous devez toujours le faire avant votre capacité. Alors, typiquement, hein, si je veux activer ce truc-là, et mon adversaire me dit, bah tiens, je te fais rejeter ce dé, bon, bah là, je peux très bien me rabattre sur une autre capacité si j'ai ce qu'il faut. Mais par exemple, si j'avais fait que 2 lancers de dés et qu'il m'en restait un troisième, je peux très bien dire, bah attends, moi, il me restait un lancer, je vais réessayer. Bref. Donc par exemple là, voilà, le seul moyen d'esquiver un ultimate, j'y viens, c'est de changer les dés. Voilà, donc si mon adversaire arrive à me changer un de mes dés, il n'y a pas de problème. Quoique si j'ai encore des cartes pour remettre sur la même face, hein, je peux l'avoir aussi. Je peux le remettre. Mais voilà, une fois que si l'adversaire ne peut pas changer les dés ou ne veut pas le faire, eh ben voilà, vous prenez un ultimate, en gros, c'est résumé comme ça dans la fac, c'est tu prends ton compteur de points de vie et tu dis à l'autre, ok, combien je perds? Voilà, en sachant qu'il peut augmenter les dégâts de son ultimate avec des modifieurs d'attaque. Et vous ne faites rien d'autre. Tu veux jouer des cartes? C'est non. Tu veux jouer des tokens? C'est non. Tiens, t'es dans le shadow qui t'évite tous les dégâts? Ouais, mais non, c'est un ultimate. Tu te prends les dégâts même si t'es dans le shadow. En fait, quoi que tu veuilles faire, c'est non. C'est tout simple. C'est voilà, t'as pas réussi à changer les dés, eh ben tu bouffes les dégâts et c'est tout. Et c'est très important. Alors on va se faire une petite série sympa là. Est-ce que je peux activer ma défense contre l'ultimate? Non. Est-ce que je peux esquiver les dégâts avec le shadow? Non. Est-ce que je peux utiliser ma bombe de fumée? Non. Oh, mais moi je suis le moine. Peut-être je peux utiliser mes chi pour prévenir l'ultimate ou même les évasifs? Non. Oh, mais moi je suis l'elfe. Je t'ai infligé blind. Alors pour rappel, hein, aveuglement, ça c'est ou éblouissement. Quand vous faites votre phase de lancer, vous devez lancer un dé. Si vous faites 1 ou 2, il ne se produit rien.
Alors vas-y, hein, ah, t'as fait ton ultimate, jette ton dé pour mon truc. Eh ouais, bah ça annule. Eh ben non, parce que c'est un ultimate, tu te tais. Oh, je suis le paladin, ma protection? Non. Ah, mais ça, rétribution, alors ça est traduit par quoi ça? Contre-attaque probablement? Ah, la contre-attaque c'est marqué après avoir été attaqué. Pendant la phase défensive d'un autre, je peux lui infliger la moitié des dégâts. Ouais, mais c'est un ultimate, donc non. Ah, cas particulier, ce token, quand tu meurs, il te fait revenir avec 1 point de vie après l'attaque. Et ben là, ça marche. Voilà, c'est marqué derrière la fiche du personnage, parce que c'est vraiment après, quoi. C'est vraiment, là, il déclenche ses dégâts, donc je les ai pris dans la tronche. On a fini l'occurrence d'attaque, je suis à 0 point de vie, ce token se déclenche ensuite. Donc oui. Pour la saison 2, on va y aller globalement. Hein. Lui, il a les évasifs, c'est non. Lui, il a un token qui permet de remettre un dé de dégâts après s'être fait attaquer, c'est non, c'est un ultimate. Tacticien, il a de la protection, c'est non. Est-ce que la chasseuse peut rediriger les dégâts sur son tigre? Eh ben non. Lui, je crois pas qu'il puisse esquiver les dégâts. Et si lui, il est ça, si tu l'as sur toi, eh ben tu peux pas faire de dommages quand t'attaques. Ouais, bah si c'est un ultimate, tu peux quand même. Ça réduit les dégâts de 1 par token quand tu l'as sur toi, bah c'est pareil, ça ne réduit pas ton ultimate. L'artificier n'utilisera pas ses tokens pour se soigner, elle ne pourra pas s'envoler pour esquiver les dégâts. Et enfin, le vampire. Eh ben le vampire, il pourra utiliser ça. Parce que ça force un adversaire à rejeter un dé, éventuellement. Et donc ça, c'est avant que l'autre utilise son ultimate, tu l'utilises, et donc le vampire, lui, il peut utiliser ça pour esquiver un ultimate. Et cette jolie carte qui prévient 6 dégâts. Non, c'est un ultimate, tu te tais, tu prends. Voilà, j'étais exhaustif, je crois que je vous ai fait tous les cas de figure, mais on m'a tellement posé cette question que ça en est même devenu, on met toujours un mème là. À chaque fois que quelqu'un nous pose la question, on met le petit reset the clock parce que on nous le demande tout le temps. Ne cherchez pas des moyens d'esquiver l'ultimate. Soit vous arrivez à changer les dés, soit vous prenez votre compteur, vos tokens, vos cartes, vous oubliez, ça n'existe plus. Vous bouffez les dégâts, que l'autre peut éventuellement augmenter au passage. Et après, voilà, vous avez le droit de reprendre la parole ensuite. Ouh là là, un cas spécial qui fait mal. Écoutez bien ça. Les dégâts collatéraux ne sont pas considérés comme une attaque. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change à ma vie? Cette petite dryade peut être dépensée pour augmenter 3 dégâts en tant qu'attaque modifieur. Il faut que ce soit une attaque. Cette carte inflige des dégâts collatéraux à tous les adversaires. Eh ben, je ne peux pas utiliser ça dessus parce que ça, c'est sur une attaque et les dégâts collatéraux ne sont pas considérés comme une attaque. Du coup, si vous avez suivi la vidéo, par contre, je vous ai déjà expliqué que les dégâts collatéraux ne pouvaient pas être augmentés. Hein, c'est comme les purs. Donc de toute façon, même si ce n'était pas marqué pour une attaque ici, c'est collatéral, on ne peut pas l'augmenter. Chouette! Côté barbare, est-ce que le soin, c'est quoi la différence avec des préventions de dégâts? La différence, c'est que tu peux regagner plus de points de vie que ce que on t'en inflige. Donc si tu gagnes 4 points de vie et qu'on t'avait infligé que 3 en attaque, eh ben, tu te soignes d'un. Alors si tu avais prévenu 4 dégâts et quand on avait infligé 3, bah, tu aurais juste prévenu les dégâts. Voilà, ça c'est une toute petite différence. Après, sur notre barbare, on a le token stun. Alors celui-là, il est un petit peu compliqué, hein. Vous avez vu, il y a pas mal de texte. Alors vous, ça doit être sonné, j'imagine. Hein. Quand le barbare vous inflige ça, eh ben, il n'y a plus trop à réfléchir. Vous prenez les dégâts qui arrivent, et une fois que c'est fini, il l'enlève et il réattaque. En fait, c'est un petit peu comme si on t'avait mis un ultimate. Donc toute la séquence que j'ai fait avant, là, où je te disais non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, c'est pareil. Il te met le token là tu imagines que c'est fini, tu dors, tu prends ton compteur de points de vie, tu pleures, et après il l'enlève, et puis bah, il recommence, il retape. Donc voilà, c'est vraiment, t'imagines que en fait finalement ça transforme l'attaque qu'il inflige en ultimate. Hein. Donc si tu le mets avec ça par exemple, bah, tu manges tout. Tu poses tes cartes, tu poses tes tokens, tu réfléchis pas, tu mets le cerveau sur off, juste tu prends le compteur de points de vie, tu perds tes points de vie, et puis comme ça c'est cool. Voilà, pour le barbare en tout cas. Allez, un petit cas pratique pour illustrer ça. Je suis le monk, le barbare m'inflige son stun. J'ai ce token qui peut me permettre, quand je le dépense, d'enlever ça. Enfin, un token négatif qui est sur moi. Et ça, c'est comme une carte rouge, alors je peux la jouer à tout moment.
Oui, mais non, parce que ça, j'ai dit, c'est comme un ultimate. Au moment où il arrive, c'est fini, c'est trop tard. Donc, le seul moyen de l'esquiver, c'est d'empêcher qu'il arrive sur toi. Et ça, le Tréant, il peut le faire, il me semble qu'il a quelque chose qui dit, vous pouvez empêcher un token d'arriver sur vous. Dans ce cas-là, il n'est pas encore posé sur ton plateau, c'est le seul moyen de t'en sortir. Sinon, tu considères que c'est un ultimate et tu dégustes. Alors, une question qui revient souvent, du coup, c'est ça, là, infliger autant de dégâts, vous avez points de combat. Bah, c'est quoi comme type de dégâts? Parce que c'est pas marqué. Et ben, si c'est pas marqué, c'est basique. Voilà. C'est une question fort intéressante, cela dit. Les compagnons. Là, c'est marqué compagnons, c'est des tokens. C'est pas considéré comme des effets, des statuts effects. Du coup, bah, ça veut dire qu'on ne peut pas vous les enlever avec des jetons, des cartes ou autres. C'est très important. À moins que ça soit marqué spécifiquement. Mais sinon, voilà, les compagnons, ils ne peuvent pas être enlevés de votre jeu comme ça. Et j'en profite pour rappeler que tous les effets de statut qui n'ont pas pile cette forme et cette taille ont des règles un petit peu spéciales sur le fait d'être transférés ou retirés. Donc lisez bien la fiche quand ils n'ont pas une forme standard. C'est qu'il y a des choses à lire là-dessus. Ça permet de s'en rappeler. Ok, dernière chose de cette vidéo que j'aimerais vous détailler, c'est la résolution d'une attaque et des différents effets qui additionnent, soustraient, multiplient ou divisent les dégâts. C'est très important et c'est l'inverse de ce que vous a appris votre prof de maths. Donc, admettons, le monk attaque avec 10 dégâts. Je jette ma défense. On va regarder ce que j'ai fait. Maxi zoom. Ok. Bon, je lui inflige un dégât. Je vous rappelle qu'il ne peut pas se défendre là-dessus, évidemment, c'est pas une attaque. Je préviens un dégât par casque. Donc là, je préviens 2 dégâts. Ensuite, je préviens 2 par cœur. Je préviens donc 2 dégâts de plus. Pardon. Donc là, j'ai déjà prévenu 4 dégâts. Il en reste 6. Je gagne éventuellement un point de combat. Là, oui, je gagne un point de combat. Et enfin, là, on voit que j'ai la combinaison pour gagner un protect. Or, j'en ai déjà un et je ne peux pas en avoir 2. Eh bien, je vous rappelle, hein, niveau timing, j'ai le droit de dire « Ah, tiens, je vais en gagner un. Je dépense celui-là pour prévenir la moitié des dégâts. » Et puis, j'en regagne un. Voilà, donc dans ce cas de situation, donc là j'ai prévenu 4 dégâts, il en reste 6, je vais prévenir la moitié des dégâts. Admettons, lui, le monk, dit, tiens, moi je vais ajouter mes 3 dégâts. Et puis moi je dis, tiens, je vais utiliser ça, qui retourne la moitié des dégâts, arrondi au supérieur comme d'hab, à l'autre. Ouh, sacré cas de figure. Comment ça marche? On prend les dégâts de base de l'attaque, 10. Ensuite on fait toutes les additions et soustractions en premier. Donc 10 plus 3, 13, moins 4, 9. Et ensuite, on fait les multiplications et les divisions. Donc là, je préviens la moitié de 9, pas la moitié de 13. Donc là, je préviens 5 dégâts. Il en reste 4. Et ça, c'est résolu tout simultanément. Donc lui, il renvoie la moitié des dégâts, il renvoie la moitié de 9, pas la moitié de ce qui reste. Parce que tous les jetons de multiplication et division sont résolus en même temps. Donc c'est très important de se dire ça. Vous prenez les dégâts d'attaque, vous faites toutes les additions, les attaques modifieurs, toutes les préventions et soins, et ensuite les multiplicateurs. Donc là, c'est ce que je disais, s'il reste 9 dégâts, j'en préviens 5, j'en réinflige 5, la moitié. Et dans mon cas, mon exemple, si j'en prévenais la moitié et je regagnais un jeton de protection grâce à ma défense, je pouvais très bien en dépenser un deuxième. Et là, j'aurais prévenu 2 fois la moitié, donc 2 fois 5. Donc j'en aurais prévenu 10 alors qu'on m'en inflige 9. Je suis tranquille. Voilà, donc ça c'est vraiment important hein, de bien le comprendre. Dans le même genre, hein, si je suis le monk, je me fais attaquer, je peux très bien faire mon jet de défense. Et après avoir vu le jet de défense, dire ouais, ah bah du coup je tente l'évasif. Ou alors si mon jet de défense me convient, ne pas le tenter. Hein, c'est vraiment quand vous voulez les jetons à dépenser, c'est important. Voilà. Dernière chose, parce que j'ai eu le cas et on m'a demandé, les dés, quand vous les utilisez pour quelque chose, ils ne sont pas dépensés. C'est-à-dire que là, le casque, si je préviens 1 dégât par casque, j'en préviens 2.
Mes casques sont toujours présents pour activer cet effet-là. Hein. C'est pas je les dépense, il faut avoir les faces visibles. Hein. C'est très très important. Et bien voilà. Alors un petit bonus que j'ai oublié de tourner hier soir. N'oubliez pas que parfois certains personnages ont des jetons au départ. Donc regardez bien derrière votre feuille si vous avez un petit encadré comme ça. Voilà. Bon, question un peu plus générique, hein, donc sans matériel. Est-ce que les saisons 2 et 1 sont compatibles et équilibrées? Oui. Pourquoi, si vous prenez les packs de sleeves, vous avez 50 sleeves au lieu de 30 et quelques? Eh ben, c'est parce que dans Dice Throne Adventure, on va pouvoir ajouter des cartes à son deck jusqu'à un maximum de 50 cartes, donc ils ont prévu tout pile assez de sleeves. Dois-je acheter la saison 2? Oui. Et pour finir, est-ce que Dice Throne Adventure va rendre ma vie meilleure et me rendre plus heureux? Évidemment. Et bien voilà, j'espère avoir fait le tour des règles qui peuvent poser problème. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les poser en commentaire. Et donc dès début mars, on va commencer avec les guides stratégiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va vraiment envoyer le pâté. Je vous jure que ces guides stratégiques d'Argon Jedit, c'est de la tuerie. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors moi je suis un joueur avéré de Dice Throne, j'ai quand même beaucoup de parties à mon actif, mais j'ai appris des tonnes de choses. Donc je vais vous traduire ça sur la chaîne, abonnez-vous si vous voulez les voir. Voilà, j'ai obtenu l'autorisation de l'auteur pour le faire, hein. Je l'ai contacté, donc ça arrive tout prochainement avec un meilleur caméscope en plus. Allez, ciao ciao, à bientôt.